Bonjour à toutes et à tous. Et merci de votre présence. Je suis très heureux de participer à ce webinaire, un double titre, en tant que président de Stop l'exclusion énergétique, évidemment, sur lequel je vais revenir, et aussi en tant qu'administrateur du Rameau, c'est dire si ce webinaire m'intéresse particulièrement. Alors, notre webinaire est consacré à l'ODD 7, mais pour ce qui concerne Stop l'exclusion énergétique, on est à la confluence de plusieurs ODD. Bien sûr, l'ODD 7 sur l'énergie, mais aussi l'ODD 1 sur la lutte contre la pauvreté, sur l'ODD 3 sur la santé, l'ODD 8 sur l'emploi, l'ODD 10 sur la réduction des inégalités, l'ODD 11 sur les villes et évidemment l'ODD 13 sur la lutte contre le changement climatique. Et pour tout ça, nous avons une forme d'organisation particulière qui s'inspire de l'ODD 17, donc sur les partenariats. En fait, notre association est un collectif multi-acteurs qui réunit des entreprises, des grandes, Leroy Merlin, Schneider Electric, Enedis, GRDF et bien d'autres, des collectivités territoriales, Marseille, Grenoble, Paris, des opérateurs de chantier, donc qui réalisent des chantiers de rénovation, qui sont Doremi, les compagnons bâtisseurs, Solia, Réseau Ecohabitat et d'autres. Et puis aussi des institutions publiques, des institutions de formation comme l'AFPA ou les Compagnons du Devoir et du Tour de France, et le CEREMA, organisme, institution publique. Notre façon de fonctionner est d'essayer de trouver sur chaque point le consensus. Si on part de l'idée fondamentale qui a été à l'origine de notre collectif, que chacun a un bout de la solution, mais il n'y a qu'ensemble qu'on arrivera à atteindre l'objectif que l'on s'est fixé ensemble, c'est-à-dire éradiquer la précarité, la grande précarité énergétique d'ici 2030, ce qui nécessite une mobilisation de très nombreux acteurs, avec des mobilisations de compétences qui sont réparties sur chacun de nos membres. On a à peu près 60 organisations membres, et parmi nos réalisations, nous avons un effort important pour faire connaître l'innovation dans la lutte contre la précarité énergétique au travers de notre initiative annuelle sur les trophées de la lutte contre la précarité énergétique, et aussi le développement d'un métier qui nous paraît indispensable, qui est le métier d'ensemblier solidaire, c'est-à-dire les gens qui vont accompagner de bout en bout les familles dans leurs travaux de rénovation. On a beaucoup d'autres activités, notamment des activités de formation pour ces ensembliers solidaires, pour les bénévoles et pour les travailleurs sociaux, pour pouvoir les aider à accompagner des familles en grande difficulté dans leurs travaux de rénovation, du point de vue technique, économique et évidemment financier, puisque une des clés de la rénovation, de la possibilité de rénover un logement, c'est d'obtenir les financements nécessaires pour des familles qui sont elles-mêmes extrêmement modestes. Voilà pour la présentation générale de Stop à l'exclusion énergétique. J'ajouterai, mais Gilles va en parler, je vais lui passer la parole. On est aussi lauréat du programme lancé par le ministère de la Transition énergétique, l'appel à programme de certificat d'économie d'énergie, qui nous permet de lancer un projet ambitieux pour les 4 prochaines années, autour de 3000 accompagnements renforcés pour des familles en grande difficulté, pour leur favoriser la rénovation de leur logement, et ça nous a permis également de changer d'échelle. On a aussi un fonds qui nous permet de financer le reste à charge, mais pour tout ça, je laisse la parole maintenant à notre délégué général, Gilles Béraud. Merci beaucoup. Je pense qu'une bonne partie a été dit. Bien sûr, l'objet de cette présentation et de ce webinaire n'est pas de couvrir tout l'ODD 7. Nous, on est sur une partie qui est la question des plus précaires, et on est sur la partie de l'habitat. Donc, ça réduit évidemment le champ, même si tout ça est extrêmement transversal, parce que quand on règle l'exclusion énergétique, c'est-à-dire que le fait des plus précaires qui vivent dans des passoires thermiques, on agit autant pour le social que pour l'environnement, que pour créer de l'emploi local et pour la santé. Et on voit bien cette logique ODD, Objectif de développement durable, directement. Une petite vidéo pour commencer, ça permettra d'être beaucoup plus rapide et efficace. Je sais combien il est parfois difficile de se concentrer comme ça, et je voulais juste avant en profiter pour saluer évidemment tous les participants et notamment quelques membres
fondateurs fortement à nos côtés, comme GRDF et nos amis d'AG2R qui sont très présents dans ce webinaire. Voilà. Donc, action, c'est un magnéto, comme on disait à l'époque. En France, plus d'1 million d'enfants, de femmes et d'hommes souffrent gravement du froid l'hiver et souvent du chaud l'été. Ils ont un toit, mais ils sont mal logés. Une précarité que l'on ne voit pas, derrière ces portes fermées, ces façades anonymes. Les appartements, les maisons sont de vraies passoires énergétiques où il fait presque aussi froid que dehors et où la vie devient souvent insupportable. J'ai honte de vivre comme ça. J'ai honte de faire vivre ça à mes enfants, disent-ils. Plus inquiétant encore, c'est aussi la santé de ces habitants qui est touchée. Allergies chez les enfants, maladies à répétition aussi pour les plus grands et impossibilité pour les plus âgés de vieillir sereinement. Beaucoup se sentent dans l'impasse face à des coûts de travaux qui peuvent atteindre des dizaines de milliers d'euros. Mais aujourd'hui, des solutions existent, des financements disponibles grâce à l'État, aux collectivités, aux ONG, aux fondations, qui permettent même aux plus modestes de réaliser les travaux nécessaires pour vivre enfin dans un logement décent, confortable et meilleur pour l'environnement. Mais souvent, ces aides ne suffisent pas. Il manque ce 10%, ce reste à charge, impossible à trouver pour ceux qui n'ont pas accès au crédit. Ensemble, nous pouvons aider des dizaines de milliers de personnes à faire que cet hiver soit le dernier qui les exclut d'une vie digne. Faites un don. Rendez-vous sur stopexclusionénergétique.org. Voilà. Alors, ce film a maintenant 2 ans. Il nous a permis de mobiliser fortement et je trouve qu'il a aussi une dimension extrêmement intéressante pour nous parce que si tout ça a été rendu possible, notamment parce que les familles que vous voyez à l'image, bien sûr, ce ne sont pas des comédiens, mais des personnes réellement en grande difficulté, notamment une des familles allait être accompagnée par le Secours catholique. Le réseau Ecohabitat l'a accompagné. On a appliqué des méthodes dont en partie inspirées du travail qu'a piloté Florence Presson et la fondation Leroy Merlin est intervenue. Donc on voit bien tout de suite le premier message qu'on porte, qui est celui des partenariats, de la coopération et évidemment la grande satisfaction. Et je pense que Bernard comme moi, quand on revoit ces images de tournage, les familles que vous voyez là, maintenant, les travaux ont été faits et elles vivent dans de bonnes conditions, elles sont chaudes, elles ont en bonne santé et même elles se protègent des grandes températures, des grandes chaleurs d'été. Alors, je vais être assez rapide, pardon, si vous voulez des précisions, on peut y répondre, bien sûr. Bien sûr, on vous partagera aussi ces supports parce qu'il y a des chiffres, il y a des définitions. On y reviendra, mais je vais essayer d'être assez rapide parce que c'est effectivement un phénomène qui est extrêmement intéressant dans sa dimension multibénéfice, mais complexe dans son mode de résolution. Donc, la précarité énergétique, c'est une situation de fragilité. C'est lié souvent à des accidents de vie, à des situations personnelles. Et évidemment, on ne peut pas séparer la précarité énergétique d'une précarité globale. Tout ça s'inscrit dans une approche globale. Et évidemment, ceux qui vivent dans les logements les plus difficiles à chauffer, les plus mal chauffés, qui génèrent des problèmes de santé et autres, sont ceux qui sont déjà en qualité de vie. Et même parfois, et même souvent, les logements les plus polluants, ceux qui coûtent le plus cher à chauffer, sont aussi ceux-là. Alors,
Tout ça est lié évidemment à une logique de dégradation. C'est un mélange de tout ça. On va aller assez vite, mais vraiment, il y a aussi des questions de santé qui sont très, très fortes. Souvent, on croit que les propriétaires sont des gens privilégiés, mais pas du tout, parce qu'eux sont tout seuls face à un logement en mauvais état. Et du fait qu'ils n'entretiennent pas, la dégradation s'accélère et ça crée évidemment la notion, l'inconfort, l'humidité, mais aussi des questions de santé et bien évidemment des problèmes de sécurité, parce que c'est aussi les logements qui posent le plus de problèmes. J'en parle de sécurité électrique, sécurité gaz, et aussi des risques d'intoxication, notamment, vous connaissez tous ces petits poêles à pétrole ou à gaz, mais qui sont à très haut risque. Donc, cela crée une exclusion, c'est pour ça qu'on insiste sur ce mot-là, c'est une désocialisation, c'est une honte. Une des familles que vous avez aperçues tout à l'heure nous disait, avant les travaux, mais j'ai honte d'inviter des gens chez moi, puisque s'ils veulent aller ne serait-ce qu'aux toilettes, ils voient qu'il y a de l'humidité. En l'occurrence, il y a le tableau électrique aussi qui était dans la salle de bain à cette époque-là. Je crois qu'on comprend tout cela assez bien. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça crée aussi des vraies difficultés d'identification des personnes, de création de ce premier climat de confiance qui permet d'avancer. Et parfois, le Secours catholique pourra y revenir tout à l'heure, mais les CCAS, l'ensemble des acteurs qui assurent cette médiation sociale peuvent mettre 1 an, voire plus, avant de créer cette relation de confiance, parce que, évidemment, si on n'y croit pas, on ne va pas y arriver. Et il faut convaincre les familles que c'est possible de faire 70 ou 75 000 euros de travaux dans un logement, alors qu'on est souvent à moins de 10 euros par jour et par personne. Les chiffres sont extrêmement importants, sont en augmentation. Bien évidemment, c'est lié au coût de l'énergie. C'est lié aussi, dans certains cas, au dérèglement climatique. À la fois, il y a de plus en plus d'actions qui sont mises en œuvre, et pas seulement par notre collectif, bien évidemment. Et il y a aussi beaucoup d'aides d'État, on pourra y revenir. Les collectivités s'engagent de plus en plus sur le sujet, mais la dégradation de la situation, pour l'instant, la courbe d'augmentation ne croise pas la courbe de tout ce qui peut être fait, notamment parce que quand vous voyez ce type de maison, si vous connaissez les DPE, vous voyez bien que là, F ou G, ça correspond à une passoire thermique. Mais quand on est dans ce type de maison, on comprend très très bien que c'est extrêmement compliqué de se dire on va pouvoir isoler, changer les fenêtres, améliorer l'isolation. En plus, ces maisons sont celles qui consomment le plus d'énergie par mètre carré, notamment c'est des vieilles chaudières à fioul ou tout système de chauffage. En gros, l'investissement est mis pour chauffer l'extérieur. Et évidemment, parfois, on va avoir plus de CO2 qui dépense plus d'argent avec une famille en difficulté que, évidemment, un logement bien rénové avec un système beaucoup plus actuel, quel que soit ce système. Il y a aussi beaucoup d'aides, évidemment. Là, nous, on pousse la rénovation, c'est-à-dire que le fait que les gens deviennent autonomes en termes de confort, d'énergie, et donc pour cela peuvent s'appuyer à la fois sur des aides d'État. Je pense que tout le monde connaît MaPrimeRénov', mais il y a aussi beaucoup d'aides des collectivités. Je citais G2R tout à l'heure, qui est un groupe de protection sociale qui fait beaucoup pour accompagner les familles. Donc les collectivités locales, des fondations comme la Secours catholique, Fondation Abbé Pierre et autres, et aussi des aides spécifiques. Et dans les aides spécifiques, il y a celles directement ciblées sur la précarité énergétique, mais il y a aussi le croisement de difficultés sociales, notamment des questions d'handicap, où dans ces cas-là, on peut aussi avoir accès à des aides, et de toute façon, il faut intervenir. Il faut quand même aussi penser qu'il y a une surreprésentation dans ces publics-là de familles monoparentales, de personnes âgées, d'handicap, enfin, de toutes ces difficultés-là. Il y a aussi des aides plus curatives, plus immédiates. Évidemment, on préfère toujours mener des travaux, mais maintenant, face à une situation d'urgence, heureusement, il y a le chèque énergie, malheureusement, pas toujours utilisé. Il y a beaucoup de non-droits dans ces démarches-là aussi. Le fait que bouclier tarifaire protège provisoirement, mais
heureusement qu'il est là, pas mal de familles, mais aussi beaucoup d'aides spécifiques, FSL ou autres. On pourra y revenir. Tout ça ouvre évidemment beaucoup de difficultés. Alors nous, face à ça, on a identifié des obstacles, des freins, des solutions. On a formalisé ça dans un scénario. Je vous engage à le télécharger sur le site stopexclusionenergetique.org, qui offre une série de solutions, une planification, comment éradiquer l'exclusion énergétique, c'est-à-dire ce croisement des passoires thermiques avec les gens en grande difficulté, comment éradiquer à 2030. Pour cela, il faut combattre des freins. Bernard a parlé tout à l'heure de l'accompagnement. On a créé ce métier d'ensemblier solidaire. La première promotion est sortie il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. On a formé 10 personnes pour définir la formation. On en aura à peu près 30 de formés d'ici la fin de l'année. Et on en a 350 de prévus dans le cadre du programme C2E qui a été évoqué tout à l'heure, et probablement beaucoup plus. Ça, c'est le premier point, c'est comment on accompagne la famille de bout en bout le long du parcours. Le deuxième point, c'est comment on finance le reste à charge. Actuellement, le coût moyen de travaux dans une maison individuelle, c'est 70 000 €. Si on fait un excellent travail d'accompagnement, on peut trouver 90% de la somme. Maintenant, il reste toujours 10 000 €. On cherche pas à financer 7 à 10 000 €, pardon. On cherche pas à financer 100% parce que il faut absolument que la famille participe pour des questions de dignité. Mais il faut absolument trouver le financement pour ce reste à charge. Il y a différentes solutions. On a créé un fonds qui va aider à peu près 200 familles cette année. On cherche plus de moyens, évidemment, parce que chaque fois qu'on trouve 7 000 €, c'est une famille qu'on aide, mais c'est aussi un bouquet de chantier, un bouquet de travaux de 70 000 € qu'on trouve pour la famille et qui, par ailleurs, fait travailler sur le terrain des artisans, puisqu'on a besoin de toute une chaîne aussi de compétences. Donc, pour cela, on a besoin de former massivement les gens. C'est un de nos objectifs. En dehors de ça, on apporte des éléments de soutien dans l'ordre des différentes étapes, puisqu'on a tout structuré dans un parcours de rénovation globale, performante et écologique. Pourquoi je parle de global et performant? Parce que quand une famille est elle-même en difficulté, c'est compliqué encore plus que pour chacun d'entre nous d'organiser des travaux. Et donc, on défend l'idée qu'il faut le plus possible faire les travaux en une fois, avec beaucoup d'ambition. Donc, je pense que nos amis détailleront tout à l'heure les différentes étapes, mais il y a 5 grandes étapes: identifier, organiser, financer, réaliser, suivre. Dans organiser, il y a aussi la conception des choses. Les familles sont complètement associées. Dans réaliser, il y a le fait de faire travailler ensemble, coordonner les artisans. Et dans suivre, il y a aussi le fait de finir les travaux. Il y a accrocher les rideaux, faire des peintures. C'est là aussi qu'on peut embarquer pas mal de gens. Et évidemment, tout ça est encadré. C'est la dimension 6. C'est animer, piloter, assembler. Ça, c'est le travail de l'ensemblier solidaire, celui qui, de bout en bout, va accompagner la famille. Donc, nous, on est une association orientée sur l'action. C'est pas notre propos du tout de faire du plaidoyer. On a un ensemble de programmes. Donc, le programme, on en a parlé, de formation des ensembliers solidaires. C'est un très gros travail. On vise à ce que ce soit un métier. On pense qu'en 2030, il en faudra 10 000. On a aussi des actions de mobilisation. On a créé des trophées pour montrer que beaucoup de gens agissent, trouvent des solutions au quotidien. Pour soutenir l'identification, on a développé tout un programme avec unicité de service civique. Il y en a 300 actuellement, il y en aura 500 à partir de 2024. Et tout ça s'inscrit dans un démonstrateur, dans une approche territoriale, de systématisation territoriale. Ce sont ces territoires zéro exclusion énergétique, terme inspiré du travail qu'a fait ATD Carmonde, un de nos membres, dans le cadre des territoires chômeurs longue durée, zéro chômeur longue durée. Et bien évidemment, nous, la démarche, c'est d'accélérer ça. Donc, il y aura 14 territoires qui se mettront en place à partir de la fin de l'année, avec l'ambition d'éradiquer, territoire par territoire, rue par rue, la grande précarité énergétique, l'exclusion énergétique. Première étape, l'étape suivante sera 100 territoires et évidemment ensuite
de viser l'éradication. J'ai presque terminé. On est une petite organisation. Nous, notre objet, c'est de donner plus de moyens et d'efficacité à nos membres qui eux-mêmes sont sur le terrain. Donc, c'est une équipe actuellement de 7 salariés, dont 2 en mécénat de compétences. Yann m'a demandé de donner quelques chiffres très concrets. À la fin de l'année, notamment du fait des programmes, on sera 25 salariés. Donc, on aura bientôt formé les 350 ensembliers solidaires. Ça permettra déjà d'avoir un groupe important, les services civiques. Et notre ambition dans ce programme, c'est d'accompagner au moins 3000 familles sur les 3 ans qui viennent en rénovation globale et performante. Pour vous situer, l'année dernière, l'ANA, donc qui finance une grande partie de la rénovation en France, a pu accompagner 1731 projets de rénovation globale et performante chez des grands précaires. Vous voyez que les échelles actuellement quantitatives ont du mal à se mettre en œuvre, mais je crois que c'est aussi lié à la façon, au travail qui a été mis en place ces dernières années et surtout à l'absence d'accompagnateurs, ces ensembliers solidaires. On a un budget 2022 d'à peu près 2 millions. Avec le programme, on va être de l'ordre de 5 millions l'année prochaine sur 2023. Voilà. Donc, l'association se développe très, très, très vite. On est évidemment très intéressé à ce que de nouveaux acteurs rejoignent le groupe des 50 membres et partenaires qui collaborent au quotidien, dont des acteurs publics, dont l'ANA que j'ai situé, mais aussi l'AFPA, évidemment sur la formation, mais le CEREMA, la DGEC qui nous a confié ce programme ces 2 heures. Il y a aussi des villes, des métropoles, des départements, des entreprises, petites, grandes, et bien évidemment les opérateurs de terrain que sont Réseau Ecohabitat, Doremi, Compagnons Bâtisseurs, Solia et d'autres. Et tous ces gens-là collaborent très très bien. On est vraiment dans un esprit très ODD. Vous avez ici quelques logos de ces membres et partenaires. On va se développer, j'espère et je pense assez vite. On a besoin d'être plus nombreux maintenant. On a fait la preuve, je crois, du concept, de la démarche, de la méthode. Maintenant, on a besoin de vous tous pour aller plus vite. C'est vraiment probablement le sujet prioritaire. On parle beaucoup de décarbonation, de solidarité, de précarité. Il y a vraiment cet esprit ODD dans toute la démarche qu'on a mis en œuvre. Au départ, à quelques-uns, c'est très récent, hein, on a commencé le groupe de travail en 2019, qu'on co-animait déjà avec Bernard, et l'association existe depuis fin 2020, et donc on va se développer de plus en plus. Voilà. Merci.